Bonjour à tous. Mais n'hésitez pas à chanter. Le sport, ça donne la pêche. Bonjour à toutes et tous et merci d'être présents. Bienvenue pour cette heure sportive. Alors, je ne vais pas commenter un match de foot, mais animer cette heure avec vous. Pas de footing ce midi, mais c'est tout comme. Donc, on va sprinter avec DMM, avec nos intervenants, que je vais vous présenter tout de suite. Pour ma part, je suis Aurore, je suis chef de projet chez DMM. Donc, mon rôle, c'est de faire qu'en gros, tous les rouages tournent sans le moindre couac. Je m'assure que l'équipe joue sans accroc et que chaque passe soit parfaite avec tous. Voilà. Alors aujourd'hui, on vous a concocté un programme pour partager tout simplement nos convictions, celles qu'on est toutes et tous capables d'atteindre nos objectifs, en se focalisant eh bien justement sur des soft skills incontournables. C'est cette conviction qu'il n'y a pas de succès finalement sans échec et pas de réussite sans effort. Eh bien, nous allons actionner les soft skills avec 3 intervenants. Donc, Julien Picot qui intervient chez DMM en tant que formateur coach. Peut-être Julien, tu peux nous dire 2 mots sur ton parcours? Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité. Donc ça fait une vingtaine d'années que je suis sur le circuit professionnel de tennis. J'ai donc 8 ans à peu près avec la LTA qui est la fédération britannique. Donc j'ai entraîné des joueuses comme Johanna Konta par exemple qui était 4e mondiale, une joueuse qui s'appelle Katie Swan qui a été 110e, des françaises comme Séverine Beltram qui a été 34e mondiale. Voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain de tennis. J'ai aussi maintenant, je m'occupe d'un jeune de 18 ans qui fait la transition entre le monde junior et le monde adulte. Et l'année dernière, il était 20e mondial en junior. Voilà, sinon je fais donc, comme tu l'as dit, des interventions pour DMM. Et je suis préparateur mental, référent pour la Ligue Occitanie de tennis et j'interviens aussi à l'Académie All-in de Tsonga qui est à Villeneuve-Loubet. Aurélie Maison-Haute, donc tu es formatrice coach en soft skills et management aussi chez DMM. Et tu vas intervenir sur des programmes de relations commerciales ou d'animation d'équipe. Toi, qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter par rapport à ces éléments? Regarde, je suis sur la piste d'athlétisme. Là, je suis dans les starting blocks pour aujourd'hui. Donc voilà, non, tu as dit le principal. Je vais pas épiloguer plus longtemps, étant donné qu'1 heure, ça va passer très très vite. Mais ravie d'être avec vous et merci pour ce webinaire. Super. Alors, je vais poser 3 questions à Julien et Aurélie pour qu'ils nous apportent l'un l'autre leurs expertises en mode un peu battle talk, en mode ping-pong. Enfin, notre 3e intervenante, the last but not least, Sabrina Robin, qu'on a la chance d'avoir parmi nous. Merci encore, Sabrina. Sabrina va nous parler du parcours de formation qui a été mis en place chez Saint-Gobain pour l'entité d'Hispano et avec qui justement nous avons travaillé sur ces liens qui unissent sport et performance. Sabrina, peut-être quelques mots sur toi, sur Saint-Gobain? Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, mon parcours, je vais être assez brève. Donc, je suis chef de projet chez Campus Pro, qui est le centre de formation de Saint-Gobain, donc un centre de formation interne à l'entreprise. Je gère des projets de formation liés au commerce. J'ai aussi une casquette de pilotage de parcours certifiants qui sont les CQP. Et je gère également la communication de Campus Pro. La première question, comment cultiver la passion et la persévérance pour améliorer la performance et la satisfaction au travail? Et je vais laisser la main à Julien. Alors merci, moi donc je vais parler de l'art de l'agnac qui a été développé par Angela Ducours. C'est une psychologue américaine qui est toujours vivante et qui, vous pourrez voir d'ailleurs sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos, elle fait des conférences. Et donc son idée de l'agnac, qui s'appelle GRIT
en anglais, c'est l'alliance entre la passion et la persévérance. Elle a fait beaucoup d'études avec des parents, puisqu'elle est universitaire, elle est prof à l'université de Pennsylvanie. Elle a fait donc beaucoup d'études avec les parents, les sportifs, les étudiants, et puis le monde du travail aussi. Et elle s'est aperçue que les personnes qui allaient le plus loin, ce n'était pas en fonction des aptitudes de départ, mais plus en fonction de ce qu'ils avaient développé, et donc de la niaque en question, de la passion et de la persévérance. Donc, quelques exemples dans le sport que je vous donne. D'abord celui d'Andy Murray, que j'ai côtoyé quand j'ai travaillé à la Fédération britannique. Et donc, Andy Murray, c'est un exemple exceptionnel, puisque après avoir été numéro 1 mondial, d'avoir tout gagné, il est 2 fois champion olympique en simple. Et donc, il a eu une première opération à la hanche, puis une seconde opération à la hanche. Les docteurs lui ont tous dit qu'il devait arrêter le tennis. C'était dangereux pour sa santé, que s'il continuait, non seulement il ne pourrait plus jouer au tennis, mais en plus, il allait sans doute devenir handicapé à vie. Et il a quand même voulu continuer, il a tout fait. Moi, je l'ai vu au Centre national passer des heures et des heures, tous les jours, à faire de la rééducation. Et donc, il est revenu après la pandémie et il a de nouveau gagné des tournois. Alors, il n'est pas revenu de nouveau numéro 1 mondial, il n'est pas revenu au même niveau. Mais il y a d'ailleurs une vidéo, un documentaire sur lui sur Amazon où on voit bien tout le travail qu'il a dû faire. Et donc il l'explique, il l'explique très bien. Il dit que pour lui, c'est vraiment la passion depuis qu'il a 4-5 ans. Il fait du tennis, il adore ça. Et même s'il a tout gagné, qu'il est multimillionnaire, il continue à jouer parce qu'il a cette passion et cette persévérance. Ensuite, je prendrai l'exemple de Djokovic. Djokovic, en 2016, quand il a gagné Roland-Garros, il est arrivé en fait au bout de son rêve. Il voulait gagner les 4 grands chelems. Le plus difficile pour lui, c'était de gagner Roland-Garros, évidemment avec Nadal qui en a gagné 14. Et une fois qu'il a gagné en 2016 son premier Roland-Garros, il a eu des mois où il a plongé. Il a plongé mentalement parce que pour lui, il est arrivé au bout d'un cycle. Et donc, ça lui a pris du temps avant de retrouver de la motivation, l'amour du jeu. Et puis, bon, il y avait l'histoire aussi de devenir le plus grand joueur de tous les temps, le GOAT, comme tout le monde l'appelle. Et là, il a largement dépassé tout le monde maintenant avec le nombre de grands chelems. Autre exemple, c'est celui donc là, je change de sport, de Lilian Jornet, l'Espagnol. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Alors là, je vais reprendre mes notes parce que je ne connais pas tout par cœur. C'est le Hard Rock Endurance Run en 2017, et c'est fou ce qu'il a réussi à faire, c'est-à-dire que c'est une course de 160 km avec 10 000 mètres de dénivelé. Et donc, au bout c'était le 21e kilomètre. Sur le 21e, il s'est démis l'épaule, il est tombé, il s'est démis l'épaule. Ensuite, pendant toute sa course, il y a eu de la grêle, de la pluie, de la boue, il y a tout eu. Et malgré son épaule démise, il a fini les 160 km, il a gagné la course. Et il a dit, je le cite, « Je suis très content de cette victoire, d'autant plus que je ne pensais pas pouvoir finir. Mon épaule me faisait très mal, mais à la fin, j'ai réussi à continuer et à passer la ligne d'arrivée. À part ça, je me sentais très bien tout le long de la course, même si clairement, c'était un parcours vraiment difficile. » Donc, c'est vraiment un exemple de passion et de persévérance. C'est exceptionnel. Avoir une épaule démise dans les conditions où ils ont couru et de continuer et de finir cette course. Autre exemple, là, je passe au foot avec Messi, ou quand il était, j'allais dire quand il était petit, j'allais dire quand il était jeune, parce que justement, c'était ça le souci. Il y a un entraîneur en Argentine et ensuite en Europe aussi, parce qu'il est allé très tôt en Europe, qui lui ont dit qu'il était trop petit et qu'il serait limité au niveau de ses capacités à devenir un grand joueur. Et bon, on sait maintenant la carrière qu'il a faite, donc heureusement qu'il a persévéré et que c'était aussi une passion pour lui. Autre exemple, celui de Michael Jordan, même chose quand il était au collège et au lycée. Il y a un entraîneur, si vous lisez des biographies sur lui, il l'explique très bien, un des entraîneurs l'avait écarté du 5 majeur,
Et donc, il dit qu'il a pleuré pendant des jours et des jours dans sa chambre. Et donc, on peut dire aussi que l'entraîneur s'est un peu trompé parce qu'il a quand même fait une belle carrière. Donc voilà, même chose, passion, persévérance, donc l'agnac, le grit, comme l'appelle Angela Duckworth. Je vais parler de LeBron James parce que lui aussi, il a eu une réflexion intéressante puisqu'ils avaient fait deux finales perdues, une en 2007, une en 2015 avec les Cavaliers de Cleveland. Et donc ils ont continué, ils ont persévéré, ils ont eu une autre finale, une troisième en 2016. Alors qu'ils étaient menés 3 matchs à 1 en finale, ils ont fini par l'emporter. Donc là aussi, c'est un bel exemple de grit, de persévérance et de passion. Je dis souvent aux personnes que je coach individuellement, et si c'était la prochaine? Souvent, les personnes abandonnent. Alors, il y en a qui abandonnent au bout du premier essai. Ils échouent et ils se disent, bon, bah, j'ai raté ma chance, j'avais une opportunité, je l'ai manqué, c'est fini. D'autres qui abandonnent au bout de 3, 5, 7, et je leur dis, et si c'était la prochaine? Vous avez peut-être arrêté juste avant celle qui vous aurait amené au succès. Et donc, l'idée que je développe avec eux, c'est, eh bien, ce qui est important, ce n'est pas le nombre de fois où vous échouez. Ce qui est important, c'est le nombre d'opportunités que vous allez créer jusqu'à ce que vous convertissiez une des opportunités. Et donc, je rejoins ce qui a été dit par le basketteur. C'est pas des échecs, ce ne sont pas des échecs. J'apprends à chaque fois, je progresse et je continue d'avoir cet état d'esprit de créer des nouvelles opportunités jusqu'à ce que je puisse en convertir une. Alors, Julien a bien dit que la passion et la persévérance sont des traits essentiels chez les athlètes de haut niveau, ça c'est sûr. Et ben, cette passion et cette persévérance, ça peut aussi être des leviers qui sont très puissants pour améliorer la performance et la satisfaction au travail dans un environnement professionnel. Donc, pour arriver justement à tout ça, il y a plusieurs stratégies. La première, ça va être de définir des objectifs clairs et ambitieux. Ça, c'est des choses qu'on dit souvent en formation management et on insiste beaucoup là-dessus parce que les athlètes de haut niveau, en fait, ils sont motivés par des objectifs. Et dans un cadre professionnel, c'est exactement la même chose. Si on n'a pas de cap, on a du mal à trouver du sens à l'action. Donc, c'est hyper important de définir des objectifs clairs et ambitieux. En deuxième point, ce qui est important, c'est d'encourager l'autonomie et la prise de responsabilité. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, ça va permettre aux collaborateurs de prendre des initiatives, faire preuve de leadership. Et puis, l'autonomie, justement, ça va stimuler cette fameuse passion qu'on recherche, en donnant un sentiment de contrôle et de propriété sur les tâches accomplies. Troisième point, moi, qui me paraît important aussi, c'est par rapport à l'environnement de soutien. Alors, qu'est-ce qu'on entend derrière? C'est que les athlètes, ils vont bénéficier du soutien à plusieurs niveaux. Il y a bien sûr leur famille, leurs entraîneurs, il y a aussi les coéquipiers. Et donc, c'est important aussi de retrouver ça dans une entreprise. Les employés doivent se sentir soutenus par leur direction, par leurs collègues et tout ce qui va les entourer au milieu professionnel. En quatrième point, promouvoir un équilibre travail-vie professionnelle. Là aussi, si on fait le parallèle avec les athlètes, on sait qu'ils ont besoin d'une bonne récupération avant de pouvoir performer de la meilleure des façons possibles. Et dans les entreprises, c'est la même chose. Une entreprise qui arrive à promouvoir un équilibre travail-vie professionnelle pour ses collaborateurs, elle a tout compris parce qu'elle va éviter l'épuisement professionnel et elle va maintenir une motivation sur le long terme. Cinquième point, j'avais pensé à offrir des opportunités de développement et de formation. Et là aussi, les athlètes, pour performer, ils ont besoin de s'entraîner longtemps, continuellement, pour justement améliorer les performances dans le milieu professionnel. Ça va être pareil. Donc, il faut que les employés aient accès à la formation, et on ne va pas dire le contraire chez DMM, ça c'est sûr, parce que ça va leur permettre de gagner en compétences et puis de les maintenir motivés et de persévérer. En sixième point, donc instaurer une culture de reconnaissance et de récompense. Donc ça va passer par plusieurs biais. Ça peut aller jusqu'à des primes, des bonus, mais ça peut être beaucoup plus informel avec des félicitations pendant une réunion. Et c'est très très important de reconnaître et de récompenser les efforts parce que ça va renforcer l'engagement et la motivation des collaborateurs.
En 7e point, encourager la passion individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça va être de permettre aux collaborateurs de travailler sur des projets dans lesquels ils vont vraiment s'impliquer parce qu'ils vont y trouver un sens, ça va les passionner. Donc forcément, ils seront beaucoup plus engagés et ça va favoriser les initiatives personnelles. Bien sûr, c'est important de les garder alignés sur les objectifs de l'entreprise. En avant-dernier point, pardon, développer la résilience. Donc, on a bien vu à travers le discours de ce basketteur, et on le voit avec les exemples que Julien a donnés, que les athlètes, ils vont vraiment développer beaucoup leur résilience en surmontant les échecs et les revers. Bah, dans le milieu professionnel, c'est pareil. Des programmes de formation en résilience et des séances de coaching peuvent aider les employés à gérer le stress et à rebondir après des échecs. Et c'est aussi le rôle de manager de faire comprendre qu'un échec, ce n'est pas du tout la fin du monde et que ce n'est pas forcément justement un échec. Et donc, le dernier point, ça va être de promouvoir un environnement de croissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi ça? C'est encourager une mentalité justement de croissance où les erreurs vont être perçues plutôt comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs. Et justement, ça va aider les employés à persévérer malgré les défis qu'il peut y avoir dans leur vie professionnelle. Et pour ça, il faut développer une politique de feedback constructif. Et ça passe aussi par célébrer ce qu'on appelle, nous, les petites victoires. Alors, c'est une théorie d'une psychologue américaine qui s'appelle Carol Dweck. Donc là, c'est la même chose, vous pourrez retrouver aussi sur YouTube des conférences. Donc, l'état d'esprit fixe ou l'état d'esprit de croissance, qu'elle appelle fixed mindset ou growth mindset. Elle part du principe, avec toutes les études qu'elle a pu faire, qu'il y a 2 sortes de personnes au niveau de l'état d'esprit. Donc, les personnes qui ont un état d'esprit fixe, c'est les personnes qui pensent que tout est inné. Donc, dès la naissance, on a déjà plein de caractéristiques et on ne peut pas les changer. Donc, ces personnes vont penser qu'on ne peut pas vraiment progresser, qu'on arrive à un moment au bout, à ses limites. Donc, ce sont des personnes qui ne vont pas prendre beaucoup de risques, ce sont des personnes qui vont plutôt rejeter la faute sur les autres et qui vont, comme je le disais, se retrouver dans une impasse, puisque comme elles pensent qu'elles ont eu toutes leurs qualités, toutes depuis le début, depuis la naissance, eh bien, elles ne vont pas être prêtes à évoluer, à progresser, et donc elles vont arriver au bout. En revanche, état d'esprit de croissance, ce sont des personnes qui vont penser qu'on peut se développer tout au long de sa vie, qu'on peut progresser, apprendre des échecs et donc évoluer. Ce sont des personnes qui vont se remettre en cause, ce sont des personnes qui vont aimer prendre des risques pour également se tester, voir jusqu'où ils peuvent aller et puis ensuite, encore une fois, progresser. Donc, ce sont vraiment deux états d'esprit totalement différents. Pour l'état d'esprit fixe, moi, là où je veux insister, c'est qu'on peut passer de l'un à l'autre. On peut avoir un état d'esprit fixe et puis petit à petit comprendre que notre intérêt, c'est de passer à un état d'esprit de croissance. Comment la gestion des émotions peut-elle être développée efficacement en entreprise? En quoi est-ce qu'elle va être essentielle à la fois pour les athlètes et les professionnels? Comment est-ce que les compétences autour de la gestion des émotions, elles peuvent être développées efficacement en entreprise? Alors, la gestion des émotions, déjà, c'est de comprendre ce qu'est une émotion. On parle souvent d'émotions négatives, mais en fait, il n'y a pas d'émotions négatives, c'est ce qu'on en fait derrière. Mais les émotions, elles sont toutes positives au départ, puisqu'elles nous annoncent quelque chose de très important. Si on a la peur, par exemple, ça veut dire qu'il y a un danger potentiel. Si c'est de la frustration, c'est qu'on n'a pas atteint le niveau qu'on voulait atteindre, et donc on a la frustration qui arrive. Ou encore la colère, c'est que la situation ne nous plaît pas et on veut que cette situation s'arrête. Donc en fait, ce sont des signaux, les émotions sont des signaux, et si on les écoute, eh bien derrière, il faut passer à l'action, il faut mettre des actions en place. Et donc ça devient en fait positif. On peut transformer une émotion en action, et donc là, c'est à chaque fois si on fait ça, ce n'est que du positif. Malheureusement, souvent, quand on a une émotion qui arrive, on reste dans l'émotion, et donc ça devient négatif puisqu'on ne passe jamais à l'action. Donc l'idée, c'est vraiment d'en avoir conscience de cette émotion, de comprendre et de l'accepter, et ensuite de mettre un plan d'action pour que ça devienne positif. La gestion du stress, alors le stress, c'est un peu différent.
ce n'est pas une émotion, même si on dit souvent que ça l'est, mais c'est un concept qui a été développé par Anseli, qui est en fait une adaptation à une situation. Donc, ce n'est pas vraiment une émotion, c'est une adaptation, et c'est une adaptation qui va être négative. Et donc, c'est ça la définition du stress. C'est les 3 F qu'il a donc développé dans ses ouvrages. Les 3 F, c'est soit le flight, c'est-à-dire que je veux partir de là, je veux m'évader. Donc au tennis ou dans le sport en général, ce sont des gens qui vont vouloir abandonner. Ensuite, parce qu'il y a trop de stress, la situation n'est plus gérable, donc j'abandonne. Ensuite, l'autre F, c'est le freeze. Donc là, c'est des personnes qui vont être inhibées, qui vont être pétrifiées. Donc là aussi, dans le sport, c'est des personnes qui n'arrivent plus à se mouvoir correctement. Il n'y a plus de fluidité dans les gestes. Il n'y a plus d'action non plus. Et le troisième F, c'est le fight. Le fight, merci. Le fight qui est donc l'agressivité, le combat. Ce sont des personnes au tennis qui vont casser des raquettes, qui vont insulter l'adversaire ou le staff, etc. Donc voilà les 3 adaptations que Anseli a développées. Évidemment, l'objectif, c'est de sortir de ça, de sortir du stress. Il y a des moyens à mettre en place pour c'est pas toujours évident d'enlever totalement le stress, mais au moins de le réduire au maximum. Donc effectivement, la gestion des émotions, elle est essentielle pour les athlètes, ça, comme on l'a vu, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des professionnels. Pourquoi? Parce que ça va influencer directement la performance, la prise de décision, les relations interpersonnelles et le bien-être en général. Et ça va bien sûr jouer aussi sur la confiance en soi. Donc pourquoi est-ce que les émotions sont cruciales et comment les compétences peuvent être développées? Déjà parce qu'au niveau de la prise de décision, la gestion des émotions va aider à retrouver toute rationalité plutôt que d'être dictée par des réactions qui peuvent être impulsives. Et puis dans des situations de crise, justement, un leader qui va être émotionnellement stable va pouvoir évaluer les différentes options qui s'offrent à lui de manière beaucoup plus objective, beaucoup plus sereine. Et c'est vrai aussi sur la gestion du stress dont a parlé Julien. On sait que dans le milieu professionnel, on est souvent confronté à des situations de stress. Et justement, cette bonne gestion des émotions, elle va impacter cette gestion du stress. Elle va permettre de réduire l'impact négatif du stress sur la santé et sur la productivité au travail. Et il existe beaucoup de techniques en termes de gestion du stress. Alors régulièrement, on me demande si j'ai une baguette magique pour trouver les ingrédients pour réduire le stress. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Et puis chaque personne est différente et va gérer le stress de manière différente également. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces techniques, elles sont aussi utilisées par les sportifs de haut niveau. Donc, il ne faut pas hésiter à en abuser, c'est pas mauvais pour la santé. Et enfin, par rapport aux relations interpersonnelles, les émotions elles vont influencer évidemment la communication qu'on va avoir avec les gens autour de nous. Ça va influencer la dynamique de travail et puis ça va favoriser une meilleure gestion des conflits. Et potentiellement, ça peut même favoriser d'éviter certains conflits. Donc, on parlera d'intelligence émotionnelle qui va aider vraiment à comprendre et à gérer les émotions à la fois de soi-même, mais aussi des autres. Et donc ça peut être que positif. Les croyances limitantes, oui, donc ça on en voit énormément, hein, énormément, ce qui nous empêche d'avancer souvent. Par exemple, dans le tennis, je vais en prendre, hein, ce que j'entends de ceux que je coach, ça va être quand il y a du vent, je perds tout le temps, ou à chaque fois que je me fais remonter au score, je perds. Mon jeu n'est pas du tout adapté à la surface. Je ne peux pas gagner sur cette surface. Et ça, on l'entend à tous les niveaux, hein, puisque même là, il y avait Safin, Marat Safin, pour ceux qui s'en souviennent, qui était un immense champion et qui ne voulait pas jouer sur gazon. Il disait qu'il était obligé d'aller jouer Wimbledon, mais il disait si je préférais prendre 15 jours de vacances plutôt que d'aller à Wimbledon. Et l'herbe, c'est pour les vaches, c'est pas pour jouer au tennis. Donc voilà, c'est les remarques qu'il faisait. Et à la fin de sa carrière, il a quand même fait quart ou demi-finale à Wimbledon. Donc c'est qu'il était quand même capable. Même chose là à Roland-Garros cette année. Il y a Deminor qui a toujours dit que la surface qu'il détestait le plus, c'était la terre battue. Et puis cette année à Roland-Garros, il a fait quart de finale. C'est son meilleur résultat sur tous les grands chelems.
Donc voilà, c'était des croyances qu'on a et il faut arriver à développer, à s'adapter et à changer ces croyances. Mais je crois qu'en entreprise, il y a aussi beaucoup de croyances. Oui, 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 il y en a beaucoup. Je vais en donner quelques-uns de ces exemples et je pense que ça parlera à certains d'entre vous. Par exemple, les croyances qui reviennent souvent, c'est je ne suis pas qualifiée pour le poste, donc la mission que tu me demandes, je ne vais pas y arriver. Ou alors, je n'ai pas de diplôme, donc je ne vaux rien. Ça, c'est souvent des choses qu'on peut rencontrer dans le milieu professionnel. En tant que femme aussi, je suis une femme, donc c'est à moi de sacrifier ma vie professionnelle. Croyance limitante. J'ai jamais réussi à négocier avec ce client, donc il n'y a pas de raison que ça change. Autre croyance limitante. Et puis un dernier exemple, je peux pas traiter des litiges clients parce que je suis trop émotif. Donc tout ça fait que effectivement on a tendance à s'enfermer dans ces croyances limitantes, ce qui va freiner notre capacité à faire des choses pour lesquelles on est tout à fait compétent. Et il y a aussi des croyances qui vont être aidantes. Ça existe aussi. Moi, j'en ai vu dans le tennis aussi. Par exemple, Johanna Konta, qui, elle, se disait, dès qu'elle était en finale, elle disait, donc, bah, c'est une finale, je gagne. Je gagne toutes les finales que je joue. Et ça l'aidait à gérer le stress et à se libérer. Et je l'ai vu faire quelques finales qu'elle a toutes gagnées. Et elle jouait son meilleur match du tournoi. Donc, il peut y avoir des croyances aussi aidantes. Merci beaucoup. Et au sujet on va dire, des solutions hein, pour gérer les émotions, pour gérer le long terme, vous vouliez aussi parler de routine. Alors, Julien, on t'écoute. Les routines, en fait, ce sont des rituels qui permettent de mieux performer, parce que de rentrer un peu plus dans une zone de confort connue. Les bénéfices, c'est qu'on va retrouver le calme plus facilement, on va baisser le niveau de stress, on va rester dans le présent, parce que le cerveau en permanence nous balade entre le passé et les erreurs qu'on a pu faire et le futur. Et souvent, quand le cerveau imagine, c'est pour nous prévenir de danger. Pardon, et donc il va nous faire tous les scénarios catastrophes. Donc de se recentrer sur le présent, de se concentrer sur le processus, d'adopter le bon état d'esprit, comme on l'a vu, d'être positif, d'être confiant, et de trouver l'émotion et la préparation efficaces. Et également, comme l'a dit Aurélie tout à l'heure, c'est aussi de prendre les bonnes décisions. Le fait de ces routines qui vont me mettre dans le bon état d'esprit vont aussi m'aider à prendre les bonnes décisions. Exemple de routine dans le sport, c'est la respiration. Alors on parle beaucoup de respiration, de cohérence cardiaque, mais il n'y a pas que, il y en a d'autres aussi, il y a d'autres types de respiration, mais évidemment c'est très utilisé dans le sport. De prendre son temps, au tennis on a beaucoup de temps morts, et donc pendant tous ces temps morts, il y a le cerveau qui fonctionne et qui nous envoie du stress, et donc qui génère du stress. Et donc l'idée c'est d'occuper à chaque fois ces 25 secondes entre les points, de manière, encore une fois, à rester dans le présent et pour prendre les bonnes décisions, ce qui veut dire avoir des routines. Il y a la serviette que vous avez peut-être vu, les joueurs vont régulièrement prendre leur serviette. Alors ils l'utilisent de manière différente, soit pour se calmer, soit ils utilisent la serviette en fait pour se dire qu'on efface, en même temps qu'on s'essuie le visage, on efface le point qui vient de se passer. La prise de recul, certains joueurs ou certaines joueuses vont vers le fond du terrain comme si elles prenaient du recul avec ce qui venait de se passer, le point qu'ils venaient de perdre. Voilà, donc il y a différentes manières. Si vous regardez un match de tennis, vous verrez qu'il y a tous les joueurs, toutes les joueuses ont leur propre routine qu'ils répètent en permanence entre chaque point pour justement rester dans cette zone où ils vont performer au plus haut. Et sans plus attendre, je vais donner donc la main à Sabrina, donc avec qui nous avons travaillé pour la mise en place d'un programme de formation, voilà, en faisant le lien indirectement entre le sport et la performance. Eh bien, je vais
Je vais t'inviter, Sabrina, peut-être d'abord à nous expliquer quelles étaient finalement les attentes au démarrage dans le cadre de la formation, donc, qui était une formation pour des vendeurs et leurs managers, centrée sur la vente. Alors, le constat, en fait, c'était de se dire que il fallait améliorer le NPS. Donc, juste pour rappel, le NPS, c'est quoi? C'est le taux de recommandation des clients. Donc, plus il est proche de 100, plus le taux est satisfaisant pour l'entreprise. Donc là, il y avait un NPS qui n'était pas au top niveau. Donc, l'objectif, c'était de revenir aux basiques du métier, d'être en capacité de prendre en charge une demande du client, de le fidéliser, de s'intéresser à lui, à son projet. On parlait d'émotion tout à l'heure, on est clairement dedans. L'objectif, c'était aussi d'aider le vendeur à savoir gérer ses émotions. Hein, on parlait de peur tout à l'heure, de ne pas oser. Bah là, justement, le but, c'était de pouvoir l'aider à gérer ses émotions et aussi accueillir celles du client, puisqu'on est parfois face à un client un peu pressé, un peu agressif. Donc, l'idée, c'est de pouvoir pratiquer des tips, un peu comme ce qu'on a dit juste avant, la respiration, la prise de recul, etc. Et donc également de pratiquer l'écoute active pour être en capacité de proposer un projet euh, complet au client. Donc, c'était les attentes de notre besoin sur cette formation. Super, merci beaucoup, Sabrina. Et alors, le lien avec le sport, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, le sport, moi, personnellement, ça me parle énormément. J'adore le sport. Et le sport, on peut très clairement l'associer au commerce, puisqu'on est en lien avec la performance, le dépassement de soi, pardon. On parlait d'entraînement, bah, le commerce, c'est la même chose. Il faut s'entraîner régulièrement, sans lâcher, persévérer, se fixer des objectifs, se donner les moyens de les atteindre. Voilà, tout ceci fait le lien finalement entre le commerce et le sport. Merci beaucoup. Et la dernière question que j'aurais envie de te poser, c'est bon, les retours, les retours des participants, de la responsable formation aussi, hein, de Dispano étaient positifs. Pour quelles raisons, d'abord? Et puis, qu'est-ce que ça a eu comme impact pour les participants eux-mêmes? Alors juste peut-être pour resituer l'échelle du temps, ce projet a été déployé en fin d'année dernière et s'est terminé en début d'année 2024. Donc les points positifs du bilan que nous avons fait avec DMM sont très bons puisque en fait dès le départ le projet était très bien compris. Il était complet, bien adapté avec des modalités à la fois présentielles et distancielles. Le gros atout aussi des équipes DMM, c'est le suivi du projet, puisqu'on a pu confier le suivi du projet en intégralité à l'équipe DMM. On pouvait en totalité se reposer sur l'équipe. Elle était réactive et très disponible à nos demandes. Les points forts de la formation, on a pu impliquer le manager en amont, avant que les vendeurs ne soient eux-mêmes formés. Donc, on leur a organisé un webinaire pour leur expliquer le contenu de la formation, qu'est-ce qu'ils avaient envie de voir dans le changement de leur vendeur, et aussi un bilan post-formation pour faire le bilan justement sur les résultats de cette formation. Autre point positif, l'utilisation de l'application de DMM Lab qui a permis de favoriser l'ancrage, donc uniquement pour le côté manager, parce que plus facile, ils sont tous équipés de téléphones portables. Il y a les petits rappels, les petits push pour bah, tiens, est-ce que tu as fait ton point d'échange avec ton vendeur? Essaye de le challenger sur ça, sur ça. Donc ça a été utilisé quand même de façon plutôt favorable. On a pu également intégrer une partie de l'intelligence émotionnelle dans la formation. Alors, on n'a pas vu l'intégralité de l'outil puisqu'il est trop complet, mais en tous les cas, les vendeurs ont pu avoir une approche de comment pouvoir justement gérer leurs émotions. Et un autre point positif de cette formation, c'est le carnet d'entraînement. Le stagiaire, avant de venir en formation, recevait par mail un carnet d'entraînement qui lui a permis de mettre en
en relief ces attentes de la formation. Donc avant même de venir en formation, je me pose avec mon manager, j'échange avec lui. Quelles sont aujourd'hui mes difficultés? Quels sont au contraire mes points forts? Ce sur quoi j'ai envie de travailler pendant la formation. Et donc c'est vraiment son fil conducteur du début à la fin pour s'assurer justement de la transformation de son comportement, à la fois sur les basiques du métier, comme je le disais, sur sa gestion des émotions, sur sa capacité à proposer des solutions par rapport à un projet émis par le client. Et au moins, c'était factuel et écrit sur le carnet d'entraînement. Et le participant également, lors des éval à chaud, nous ont remonté pas mal de points forts sur le côté mise en situation, la pratique, la mise en pratique contre la théorie qui était très pratico-pratique, toutes les interactions qu'il y a pu avoir entre participants, la cohésion d'équipe entre chaque groupe de formation. Ils ont également justement apprécié tout ce qui était gestion des litiges et la gestion des émotions. Donc, comme quoi, ça fait le lien avec tout ce qu'on s'est dit juste avant. Oui. On parlait de croyances limitantes. C'est justement un peu l'objet aussi de ce NPS qui est un peu le mot tabou. On n'a pas le droit de demander aux clients de nous recommander. Bah si, justement, aujourd'hui, je suis en capacité de demander à mon client de me recommander, que ce soit sur les réseaux ou par l'enquête directement via le NPS. Je voulais également partager donc trois livres qui peuvent être intéressants pour ceux qui souhaitent aller plus loin. En tout cas, merci à toutes et tous.